Bonjour et merci de votre fidélité. Ça me fait plaisir de revoir certains d'entre vous dont je me souviens, et puis également de nouveaux collègues, pour partager avec vous les résultats des différentes études menées par le Boston Consulting Group à l'Institut pour l'organisation, The Institute for Organization, que je dirige, et où nous faisons différentes analyses sur les tendances qui affectent la société en général et les entreprises en particulier. Et vous verrez les implications que j'aimerais que vous tiriez pour l'IT. Parce que la réponse à tout cela, elle est entre vos mains. Si ce n'est pas entre vos mains, je ne vois pas où elle est. Donc, il y a quelque chose d'important, de fondamental, un piège dans lequel nous sommes enlisés. Et ceux qui réfléchissent à l'organisation dont je fais partie ne sont capables que de constater les dégâts. Pour réparer les dégâts, voire pour éviter les dégâts, je suis de plus en plus persuadé que c'est entre vos mains que la réponse se situe. Mais pour cela, c'est vrai qu'il faut beaucoup de courage, parfois de l'improvisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, le chemin n'est pas balisé. Les chemins qui sont balisés, ce sont ceux qui nous ont menés à la catastrophe organisationnelle au fond de laquelle nos entreprises se débattent. Et les économies développées sont de plus en plus enlisées dans ce piège. Les économies émergentes, espérons qu'elles l'éviteront. Mais dans tous les cas, l'IT me semble au croisement de ce moment de vérité, dont les premiers symptômes sont apparus il y a quelques années. Vous vous souvenez, cette analyse de l'évolution de la productivité, si vous prenez les 15 principales économies européennes, dans les années 50, 60, début des années 70, la productivité croissait 5% par an. De 73 à 83, 3%. De 83 à 95, 2%. Depuis 95, autour de 1%. Même profil au Japon, même profil aux États-Unis, à l'exception d'un rebond momentané autour de 2000. Alors vous savez que c'est important, ce qui défend nos niveaux de vie, c'est notre productivité. Quand la productivité croît à 3% par an, on double les niveaux de vie en une génération. On vit 2 fois mieux que ses parents. Et c'est ce que nos parents ont connu, qui ont vécu 2 fois mieux que nos grands-parents, avec l'accès à l'éducation, la santé, les vitamines, les vaccinations, les antibiotiques, l'accès à, bien entendu, tout le confort à la maison, une machine à laver, une machine à laver la vaisselle, un séchoir, pouvoir amener ses enfants à l'hôpital quand il le faut, profiter des vacances. Mais lorsque la productivité ne croît que de 1% par an, il faut 3 générations pour doubler les niveaux de vie. Et comme c'est une moyenne, pour beaucoup, on sera bien moins lotis que la génération précédente. Des maisons plus petites, des voitures plus petites, si on arrive à avoir une maison, une voiture, moins d'accès aux antibiotiques, aux vaccinations, aux vitamines, moins d'accès à l'éducation, sauf si, vous savez ce que l'on fait pour défendre ces niveaux de vie lorsqu'ils ne sont plus défendus par notre productivité, on a recours à quoi? À la dette, à l'emprunt. Alors aujourd'hui, tout le monde nous parle de la crise économique. Pourquoi? À cause de la crise financière des années 2008. Pourquoi? À cause de la crise des subprimes de l'été 2007. Pourquoi la crise des subprimes? 2 écoles de pensée. Parce que les banquiers sont cupides. Deuxième école. Non, parce que les consommateurs sont stupides. Ils prennent des prêts qu'ils ne pourront pas rembourser. Ne choisissons pas. Pourquoi en 2007, les banquiers sont devenus plus cupides et les consommateurs plus stupides? Pourquoi? Les mouvements des planètes? Eh bien non, la réponse est là, c'est la productivité. Donc c'est important, et en même temps c'est surprenant. Alors ce n'est pas aux hommes ou aux femmes d'IT qu'on apprendra le paradoxe de Solow. Vous vous souvenez, en 1987, Solow dit on voit les ordinateurs partout, dans les agences de voyage, les usines, les agences bancaires, sauf dans les statistiques de productivité qu'on s'attendrait à voir croître bien plus vite que dans le passé.
en raison des progrès, bien entendu, des technologies classiques, en biologie, en pharmacie, en métallurgie, mais sans parler des ordinateurs, des communications, télécommunications, d'Internet. Donc la question sur laquelle nous avons réfléchi et travaillé au BCG, c'est essayer de comprendre où disparaissaient les potentiels de productivité incorporés dans toutes nos innovations. Le deuxième sujet sur lequel nous avons travaillé, parce que c'est une tendance également fondamentale pour la société, au même titre que celle-là, même si elle n'a rien à voir avec des données macroéconomiques, c'est la manière dont, c'est ce que les sociologues du travail ou les psychologues du travail appellent la crise du travail. En Europe, selon les secteurs, selon les pays, il n'y a que de 11 à 23% de la population active qui se sent engagée au travail. Aux États-Unis, il y a un déclin constant de la satisfaction au travail. En 1987, 61% des Américains étaient heureux d'aller au travail le matin. En 2005, 55%. En 2007, 50%. En 2009, moins de 45%. Pourquoi ? Deuxième sujet sur lequel nous avons réfléchi, analyser les causes de ce désengagement et de cette souffrance croissante au travail, au point même que, vous le savez sans doute, les instituts de sondage type Gallup ont dû inventer une nouvelle catégorie d'attitudes pour rendre compte de la manière dont les gens vivent leur engagement dans leur entreprise. C'est ce qu'ils appellent le désengagement actif. Donc le désengagement actif, c'est lutter activement contre les intérêts de son entreprise. C'est désengager ses collègues. Et quand on est manager, c'est désengager son équipe. On avait une réunion un lundi matin, avec une équipe, à 9 h du matin, avec un manager opérationnel et son équipe pour partager les résultats d'un diagnostic. Alors, on s'y rend un petit peu à l'avance, à 8 h 30, pour vérifier que la pièce est bien en place, que l'on puisse brancher l'ordinateur, le paperboard, et on est surpris de voir que la salle est déjà occupée. Alors on se renseigne au standard, on dit non, mais c'est les gens de la réunion, ils sont arrivés à l'avance. Alors on est tout heureux, des gens motivés qui sont arrivés une demi-heure à l'avance pour être sûrs d'être là, formidable. Et puis on entend à travers la porte ce qui se dit, et on est obligé d'entendre parce que c'est assez fort, et c'est le manager qui s'adresse à son équipe et qui leur dit vous avez entendu ce que le CEO, ce que le PDG a dit aux analystes, aux banquiers, à Morgan Stanley, vendredi dernier, il s'est engagé à doubler nos ventes en 3 ans. Alors tout le monde, oui, on a entendu. Eh bien, on va lui montrer que ce n'est pas possible. C'est ça le désengagement actif, c'est lutter activement contre les intérêts de son entreprise. Vous savez très bien que c'est bien plus difficile d'être désengagé au travail qu'être engagé. Ce n'est pas une question de fainéantise. Quand on est activement désengagé, ça demande un effort parce que ça suppose une souffrance. On va quelque part pour y passer entre 8 et 15 heures par jour pour en désengager les autres. Toute la question, c'est pourquoi cette chute de la satisfaction au travail et de l'engagement. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure où l'équipe qui travaillait sur la productivité faisait ses analyses, l'équipe qui travaillait sur l'engagement au travail faisait ses analyses, leurs conclusions convergeaient vers une cause commune qui explique à la fois la sous-productivité, le ralentissement de la productivité et le déclin. Cette cause commune, c'est ce que j'appelais tout à l'heure les dégâts causés par l'organisation moderne. Qu'est-ce que c'est que ces dégâts ? Et quel rôle l'IT peut-elle y jouer ? Ces dégâts, on peut les résumer par ce rêve du strategic alignment. Qu'est-ce que c'est que le rêve du strategic alignment ? Le rêve du strategic alignment, c'est dire soit une entreprise ayant une stratégie clairement définie, avec des facteurs clés de succès. Eh bien, comment s'organiser ? Quel type de structure ? Quel type de process ? Quel type de système ? On doit les déduire logiquement de ces facteurs clés de succès, de cette stratégie. Et d'ailleurs, pour l'IT, ça porte un nom, ça s'appelle devenir un business partner, respecté, parce qu'on joue un rôle, on est un maillon clé de cet alignement stratégique avec les priorités de l'entreprise. Et vous savez, les fondateurs de cette approche du strategic alignment, c'est Michael Porter, le pape de la stratégie,
qui finissait sa thèse en 1973 à Harvard, juste avant que le monde ne commence à changer, et qui ensuite a relayé cette vision qui est devenue ensuite en IT la vision classique des non pas les scorecards, mais l'approche autour des facteurs clés de succès. Il y a des noms Kaplan, etc. L'alignement de l'IT à partir des facteurs clés de succès. Autrement dit, ça fonctionnait quand le monde était simple, quand la stratégie était simple. Vous vous souvenez, à la grande époque de Michael Porter, la stratégie, qu'est-ce que c'était? Il y a deux manières de se créer un avantage concurrentiel, ou bien les coûts, ou bien la qualité, la différenciation. Si on se bat sur les coûts, on fait pareil que les autres, mais moins cher. Ben là, la structure est facile, il faut une structure qui maximise les économies d'échelle, qui favorise la standardisation, la réutilisation, les communalités d'ingrédients, d'équipements, de systèmes, de modules, et ça peut se dériver, bien entendu, en système d'information si on se bat sur les coûts. Si on se bat sur la différenciation, par produit, par segment, on aura par des segments de clientèle ou segments géographiques, on aura des structures par produit ou des structures par géographie, et puis des systèmes spécifiques au produit, parce qu'on se base sur la qualité unique du produit, des systèmes spécifiques au produit, parce qu'on se base sur la qualité unique des produits. Donc ça fonctionnait quand les entreprises avaient le choix entre coût et qualité. Mais aujourd'hui, les entreprises ont perdu cette possibilité de choisir. Si vous allez acheter une voiture, vous allez chez le garagiste, montrez-moi vos produits, et le garagiste vous dit, écoutez, avant de vous montrer vos produits, il faut que je vous dise que nous, on a une stratégie de coût. On a bien étudié Michael Porter, nous, on se base sur les coûts. Donc, nos produits sont peu chers, mais en même temps, ils ne sont pas très fiables. Donc, si j'étais vous, j'en achèterais 2 pour toujours avoir une roue de secours. Ça ne marche pas. L'entreprise, aujourd'hui, n'est plus capable de choisir entre coût et qualité. Quelle est l'implication du point de vue des structures, des process, des systèmes? Eh bien, c'est l'organisation matricielle, une organisation fonctionnelle pour minimiser les coûts grâce à des économies d'échelle, et par produit, par projet, par géographie, pour favoriser la différenciation, l'unicité, la qualité. Mais ça, c'est rien comparé au cauchemar des 10 dernières années, parce qu'il y a eu de plus en plus de facteurs clés de succès, de plus en plus d'exigences de performance auxquelles l'entreprise a dû faire face. La cohérence d'ensemble, la réactivité locale, la vitesse et la fiabilité, l'innovation et l'efficience. De plus en plus de facteurs clés de succès, de plus en plus nombreux et contradictoires. Vous voyez, l'innovation, c'est faire quelque chose pour la première fois, qu'on n'a jamais fait par définition. L'efficience, c'est faire la même chose pour la 10e fois. C'est ça, en fait, la complexité. La complexité, c'est devoir faire face à des exigences de performance de plus en plus nombreuses et contradictoires, auxquelles, malheureusement, les entreprises continuent de répondre en appliquant la bonne vieille méthode de Michael Porter. À chaque exigence concurrentielle nouvelle, on fait face en créant des structures, des process, des systèmes dédiés. Autrement dit, de plus en plus de facteurs clés de succès à gauche, de plus en plus de structures, de process, de scorecards, de matrices, de forums, d'interfaces, d'équipes projets. Il y a le centre, les pays, les régions, les clusters, les hubs, les comités. On répond à la complexité par la complication. C'est ça, en fait, le piège dans lequel nos entreprises se débattent. Parce que dans ces entreprises, sur la base des études que nous avons menées, les managers passent 40% de leur temps à faire du reporting. On fait des prévisions, on explique les différences, on justifie les différences, on fait du monitoring. Ils passent 30% de leur temps en réunion parce qu'ils doivent se coordonner avec tellement d'autres fonctions. Il ne leur reste plus que 30% pour manager leurs équipes. Donc les équipes ne travaillent pas sur les bons sujets, sur les bonnes priorités. Elles doivent faire, défaire et refaire. D'après nos études, les équipes dans ces organisations passent entre 60 et 80% de leur temps à perdre leur temps, mais en travaillant de plus en plus dur pour le perdre, parce qu'il y a de plus en plus de travail. On comprend là où la productivité disparaît. Ce qui siphonne le potentiel de productivité incorporé dans nos progrès technologiques, c'est le labyrinthe de cette organisation supposément alignée avec les enjeux concurrentiels, mais s'aligner par rapport à des priorités de plus en plus multiples et contradictoires,
ce n'est plus s'aligner. Hein. C'est créer du non-sens pour les personnes qui y travaillent. Et on commence à comprendre aussi cette crise du travail. Quand on a de plus en plus d'obstacles entre ces efforts quotidiens et les objectifs que l'on doit atteindre, lorsque l'on passe entre 60 et 80% de son temps à perdre son temps, on ne peut plus rester engagé au travail. Les psychologues du travail nous parlent d'une vague de fragilité psychologique. Mais ce qui serait de la fragilité psychologique, ce serait de rester engagé malgré cette folie organisationnelle. C'est une réponse rationnelle que de se désengager. Ce n'est pas une donnée émotionnelle, c'est une donnée rationnelle. Le désengagement actif et le désengagement tout court est une réponse rationnelle par rapport à cette organisation labyrinthique. Ce n'est pas les psys qu'il faut envoyer dans les organisations, c'est quoi ? Eh bien, on va peut-être voir que c'est l'IT, mais pas dans le rôle qui lui a été donné. Parce que qu'est-ce que c'est que le rôle qui a été donné à l'IT ? Eh bien, c'est la suite de la cascade du domino. On commence par la stratégie, les facteurs clés de succès, les structures, les process, les systèmes, les scorecards, les indicateurs, les systèmes IT, les systèmes d'information, les incitations financières. Et quand on est arrivé à la fin, eh bien, on n'a plus de marge de manœuvre pour remettre en cause tous ces principes. Vous savez, on avait pris l'exemple lorsqu'on s'était vu en 2010, parce qu'on travaillait là-dessus, sur cette entreprise sur l'ingénierie automobile, sur l'ingénierie de cette entreprise automobile, qui est déjà une matrice à 5 dimensions. L'ingénierie, pas toute l'entreprise, une matrice à 5 dimensions, parce qu'on s'organise par technologie, produit, modèle, segment et site de production. Si l'on ouvre n'importe quelle case de cette matrice, on retrouve une matrice à 5 dimensions, parce qu'il y a 5 types de coordinateurs. Celui qui est en charge de coordonner les ingénieurs sur le poids de leur véhicule, celui qui est en charge de coordonner les ingénieurs sur l'aérodynamisme de leur véhicule, sur les coûts, sur la sécurité, sur le bruit, et donc 25 dimensions dans la matrice. 25 dimensions dans la matrice. Et puis il y a 3 ans, on en a rajouté une autre. Pourquoi ? Parce que le nouveau facteur clé de succès dans l'automobile aujourd'hui, c'est la durée de la période de garantie. Quand on va acheter une voiture aujourd'hui, ce que l'on regarde, parce que tout le reste, l'innovation, on s'y attend, oui, on sait très bien qu'on ne va pas nous dire « regardez ce magnifique lecteur de cassette ». Non, je ne sais même pas ce que c'est, les enfants, le lecteur de cassette ne sauront pas. On s'attend à trouver une clé USB, un port USB, etc. Ce qui fait la différence, vous savez, c'est la durée de garantie de la voiture. Kia, le fabricant sud-coréen, offre 7 ans de garantie. Cette entreprise entre 1 et 2. Le nouveau facteur clé de succès, c'est d'être capable d'allonger les périodes de garantie. Mais ça suppose qu'à l'ingénierie, on fasse des voitures faciles à réparer. Parce que si le design est tellement fait, idéal d'un point de vue d'aérodynamisme et de compacité, mais alors, quand on doit changer les phares, il faut enlever le moteur pour accéder aux phares. Eh bien là, il faudra 3 jours d'immobilisation de la voiture chez le garagiste plutôt que 2 heures, et le budget garanti va exploser. Donc le nouveau facteur clé de succès, en plus des 25 autres, c'est la réparabilité de la voiture. Quelle est la réponse à la Michael Porter ? Eh bien, si la réparabilité est le nouveau facteur clé de succès, on va créer une structure réparabilité, un monsieur réparabilité. Monsieur réparabilité, il crée un processus réparabilité. Après avoir créé le processus réparabilité, il crée la scorecard réparabilité pour évaluer les ingénieurs en fonction de la réparabilité du véhicule qu'ils ont conçu. Et puis une fois qu'on a la scorecard réparabilité, ce qui manque, c'est la carotte quand l'indicateur est bon ou le bâton quand il est mauvais. Donc on crée un incentive, une partie du bonus liée à la réparabilité. Quelle proportion de leur salaire est variable à ces ingénieurs ? Ce n'est pas des banquiers d'affaires, ce n'est pas 10 000%, c'est 17%. Ce qui est déjà beaucoup, 17% pour les ingénieurs développement. 17% divisé par 26 KPI, quelle différence la réparabilité fait-elle dans leur salaire, dans leur compensation totale ? 0,6%. Quelle différence ça fait dans leurs actions et leurs décisions de tous les jours ? Pour simplifier, on peut dire 0%. Mais alors que de coûts pour arriver à 0%? Monsieur réparabilité, processus réparabilité, évaluation, coordination avec les 25 autres coordinateurs, incitation pour arriver à 0 impact. Vous voyez que ce chemin, en réalité, on aurait pu en faire l'économie. Ce chemin qui part des facteurs clés de succès, les structures, les process, les systèmes, les indicateurs, les incitations, les systèmes d'information. Parce qu'au total, quel est le sujet ?
Le sujet, c'est la coopération. S'assurer que quand on conçoit des voitures, on coopère avec ceux qui vont devoir les réparer. C'est un problème d'une simplicité biblique, mais que la martingale à la Michael Porter transforme en une organisation ultra compliquée. Quand vous concevez des voitures, tenez compte des besoins de ceux qui vont les réparer. C'est ça la coopération. Dans mes comportements, dans mes actions, j'intègre la situation des autres. Je prends en compte les contraintes, les objectifs et la situation des autres. Cette coopération, elle est totalement niée par cette séquence linéaire où chaque étape, suivant la précédente, a de moins en moins de marge de manœuvre. Une fois que j'ai créé un monsieur réparabilité, un processus réparabilité, des indicateurs réparabilité, qu'est-ce que je peux faire d'autre à part créer une incitation financière réparabilité? En réalité, quelle est la solution qu'a trouvée cette entreprise? C'est d'utiliser une des smart rules je vais y revenir, qui est très utile dans les modes d'organisation, et je pense pour l'IT, c'est en fait d'étendre l'ombre du futur. Étendons l'ombre du futur pour exposer les gens aux conséquences de leurs actes. Ce qu'a fait l'entreprise, elle a dit maintenant dans 3 ans, quand la voiture est sur le marché, les ingénieurs développement passent au service après-vente. Ils prennent en charge le budget garanti. Et si le budget garanti explose en raison des choix qu'ils ont faits, il leur explosera entre les mains. Eh bien ça, c'est bien plus motivant que 0,6% de variable de compensation. La coopération, aujourd'hui, elle est totalement rendue impossible par cette approche linéaire dont l'IT, aujourd'hui, fait partie. Vous êtes un des chaînons de ce maillon. Être un business partner pour l'entreprise, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire assumer ce rôle passif que nous enjoint le strategic alignment. Mais alors, on ne peut plus rien remettre en cause. Vous voyez que dans l'entreprise automobile dont je vous parle, quelle était la vraie solution? C'est tout simplement changer les chemins de carrière. Dans les chemins de carrière, un ingénieur développement, il passe au service après-vente. Et grâce à ce chemin de carrière, on peut éliminer toute la complication des structures, des process, des scorecards, des incitations. Mais sauf que ce chemin de carrière, qui est la vraie solution, il arrive totalement après la cascade des dominos. Une fois qu'on a déjà fait tous les choix. Donc le malheureux qui travaille sur les chemins de carrière, au 3e sous-sol spécialisé en chemin de carrière, il n'a plus aucune marge de manœuvre. Il doit suivre cet alignement stratégique. Vous, de la même manière, pour nous, dans l'IT, la solution, c'est remettre en cause cet alignement stratégique, alors même que c'est ce sur quoi nous avons bâti depuis des années notre légitimité. La légitimité de l'IT, être un business partner, c'est trouver sa place dans cette séquence linéaire où chaque étape suivante a de moins en moins de marge de manœuvre pour remettre en cause et trouver les vraies solutions, ce qu'on appelle au BCG les solutions de la Smart Simplicity. La Smart Simplicity, c'est faire face à la complexité sans complication, mais de manière non naïve. C'est en cela qu'elle est smart. On reconnaît la complexité, mais on y fait face sans complication. Si l'IT continue à jouer ce rôle dans cette chaîne, elle ne peut pas remettre en cause les choix structurants. Par exemple, dans combien d'entreprises, dès qu'une initiative est lancée, on crée un chef de projet? Dans 99,9% des cas. Il y a un sujet, il y a une priorité, on crée un chef de projet. Mais attendez, qu'a fait Japan Tobacco Company? Ils se sont dit, on va revoir systématiquement tous les rôles de chef de projet. Et à chaque fois, on va voir ce qui, dans l'IT, dans les systèmes d'information, nous permettrait, grâce à la coopération directe des personnes, d'éviter ce chef de projet. Parce que le chef de projet, ce n'est pas de la coopération, c'est de la coordination. La coordination, vous savez ce que c'est. Chacun arrive avec ses inputs, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas compatibles, donc après avoir fait, il faut défaire, puis refaire. Ça, ce n'est pas la coopération. Trop souvent, l'IT, elle est au service de la coordination. Remettez systématiquement en cause toute une série de rôles, de fonctions qui ont été créées pour favoriser la coordination. Parce qu'il
il y a tout un potentiel dans l'IT pour favoriser directement la coopération. Si on a les bons modèles de données, si on a les bonnes bases de données, si on a les bonnes informations, si on a le bon niveau de digitalisation qui nous envoie les feedbacks directs du marché et des clients internes, on n'a plus besoin de coordinateurs dédiés. Parce qu'un coordinateur, vous savez, c'est l'exemple qu'on prend souvent, c'est comme dans la banque où il y a le front office en charge de la customisation, les agences, le back office en charge de la standardisation des systèmes, des processus. Et bien sûr, il y a très souvent un problème entre le back office et le front office, parce que standardisation et customisation, ben oui, c'est contradictoire, oui, mais ça s'appelle la complexité, on n'a pas le choix, il faut les deux. Et bien quand on a ce genre de problème, en appliquant Michael Porter, des problèmes aux structures process system, quelle est la solution? On crée un middle office entre le back et le front. Que se passe-t-il un an après? Au lieu d'un problème entre le back et le front, maintenant on en a deux. Entre le back et le middle, plus entre le middle et le front. Plus, il faut payer le middle office. Ça, c'est les pièges de la coordination. L'IT doit permettre à l'entreprise d'échapper à ce problème. Concrètement, quand on suit cette chaîne, regardez à quoi on arrive. Ça, c'est l'invitation envoyée par le chef de produit pour réaliser l'upgrade du produit en question. Donc il envoie l'invitation le 18 juin à 19h50 pour une réunion commençant le lendemain à 15h. Il y a 46 invités. 34 sont obligatoires et 12 sont optionnels. Le pire, c'est peut-être pas qu'il y en ait 34 obligatoires, c'est qu'il y en a 12 qui sont optionnels. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous êtes optionnel dans ce genre de réunion? Vous y allez ou pas? Si vous y allez, c'est que vous n'avez pas mieux à faire. Je ne devrais peut-être pas y aller. Mais alors si j'y vais pas, c'est peut-être que je ne m'intéresse pas au problème. Il faudrait peut-être que j'y aille. L'alignement stratégique conduit au fur et à mesure de la cascade des dominos qui partent de la stratégie pour arriver au système et in fine au BlackBerry, qui est l'ultime ingénierie de l'escalation, de l'escalade systématique du problème, avec toutes les copies, tous les sissis. Vous voyez, il y a quelques années, si on devait escalader un problème me touche, je ne veux pas décider, je veux arbitrer, je vais voir le chef. Il fallait taper à la porte de la secrétaire pour demander un rendez-vous avec le chef. La secrétaire vous posait différentes questions, il fallait se justifier, et in fine, on avait peut-être un rendez-vous. Aujourd'hui, il suffit de mettre le chef ou les chefs dans l'organisation matricielle à 25 chefs en copier. Cette ingénierie de l'escalade, de la coordination en guise de coopération, nous devons arrêter d'en être le maillon fidèle et servile. C'est ça, cette cascade des dominos. Vous savez, la complexité, nous l'avons mesurée. L'évolution de la complexité depuis 55 ans, nous avons demandé à une équipe de compter les exigences de performance que les entreprises se donnent. Pour 100 entreprises, on a pris les rapports annuels et on a fait une analyse de contenu. On a compté ce que les entreprises mettent en avant dans leurs exigences de performance. En 1955, qui est l'année où Fortune 500 a été créée, en moyenne, il y avait 6 exigences qui tournaient tout autour du même sujet, produire. Vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps que Henry Ford, en 1924, disait « Vous pouvez avoir la voiture que vous voulez à condition qu'elle soit noire. Vous pouvez avoir même la couleur que vous voulez à condition qu'elle soit noire. » Parce qu'à l'époque, le problème, c'était de produire. Ce qui était rare, c'était le produit, ce n'était pas le client. Donc, les exigences concurrentielles tournaient autour de la production. Et puis, autour de 1982, ma collègue Olivia Davis, qui n'est pas avec nous dans la salle, s'est rendu compte qu'en fait, il y a un point d'inflexion important autour de 1982, parce qu'il y a un peu la coalescence de toute une série de facteurs de globalisation, de déréglementation financière, d'abaissement des barrières douanières, et aussi de possibilités technologiques qui commencent à créer les bases de la globalisation, et donc les entreprises doivent faire face à plus d'exigences. Et aujourd'hui, en moyenne, 6 fois plus qu'en 1955. Donc, selon les entreprises, on a entre 30, 40, 50, voire 60
exigence de performance, qui passe par l'innovation du business model, le manufacturing footprint, la responsabilité sociale de l'entreprise, l'orientation client, bien entendu, la sustainability, la vitesse sur le marché, la sécurité. Donc la complexité a été multipliée par 6. Mais alors maintenant, la complication elle-même, c'est-à-dire le nombre de structures, le nombre de niveaux hiérarchiques, le nombre de dimensions dans la matrice, le nombre d'interfaces de coordination, le nombre de métriques dans les scorecards, le nombre d'étapes pour approuver une décision. De combien a-t-elle été multipliée? Alors on l'a compté. Alors c'est intéressant parce que là aussi, autour de 1982, il y a la généralisation des organisations matricielles qui marque un point d'inflexion dans la complication organisationnelle. On a créé un index de complication pour mesurer cette évolution de la complication dans les structures, les process, les systèmes, les procédures, le nombre de règles aussi, pour arriver à une explosion autour de 2010. Alors on a compté cette évolution, on a le chiffre. Par combien la complication a-t-elle été multipliée? Mais imaginez qu'on ne l'ait pas compté. Que tout à l'heure, au lieu de faire une pause, on se réunisse en petits sous-groupes pour essayer de la deviner. Et pour la deviner, imaginez qu'on utilise un modèle mécanique. On se dit, voilà, en 1955, quelle était la complexité? N. En 2010, elle a été multipliée par 6. Donc N pouvait valoir 6 dans certaines entreprises en 1955, ou 2, ou 3. En tout cas, en moyenne, elle a été multipliée par 6, la complexité. Imaginons que l'entreprise soit une machine qui répond mécaniquement à chaque nouveau facteur clé de succès, c'est-à-dire élément de la complexité. Je réponds par une structure dédiée qui va se coordonner avec toutes les autres. C'est-à-dire on répond de manière mécanique, j'allais dire stupide, à l'évolution de la complexité. Eh bien, c'est très simple. La complication, c'est quoi? C'est n fois n-1 sur 2, puisque chaque fonction dédiée, s'il y a n besoin, il y a n fonctions, doit se coordonner avec n-1. Généralement, on n'a pas besoin de se coordonner avec soi-même, on n'est pas encore schizophrène tout à fait. Donc, vous multipliez par n-1 et on divise par 2, parce que généralement, quand on se coordonne, je ne veux pas dire, bon, peut-on prendre une réunion pour que tu te coordonnes avec moi, puis demain, on en fera une autre pour que je me coordonne avec toi. Généralement, la coordination, elle marche dans les deux sens. Donc, on peut diviser par 2. Qu'est-ce qu'elle devient en 2010? On applique la même formule, en supposant toujours que l'entreprise répond de manière mécanique, j'allais dire stupide, à la complexité. Par combien a-t-on multiplié la complication en suivant ce modèle mécanique? Au minimum 36. Donc le niveau maximum de la stupidité de la réponse mécanique commence à 36. En supposant que l'entreprise réagisse de manière mécanique, stupide, sa complication a été au minimum multipliée par 30. Donc 36, je dirais, c'est le niveau maximum. On ne peut pas faire plus que 36. Parce que, sauf si on suppose qu'on est schizophrène et on se coordonne avec soi-même en plus. Parce qu'on n'est pas sûr. On a compté l'évolution de la complication. On n'a pas utilisé ce modèle mécanique, j'allais dire stupide. Par combien a-t-elle été multipliée la complication? Alors, elle ne peut pas être supérieure à 36, c'est le maximum. Elle a été multipliée par 35. Le taux de croissance annuel moyen est de 6,7%. Puissance 55, ça fait fois 35. Autrement dit, nos organisations ont cru de manière asymptotique au maximum de stupidité. Alors, il ne faut pas s'étonner si la productivité en est là où elle est, si l'engagement au travail en est là où il est. C'est ça le piège du strategic alignment auquel nos entreprises répondent, avec des modèles qui avaient tout leur sens, qui faisaient beaucoup de sens quand on n'avait pas cette complexité. Mais quand on répond à de la complexité par des modèles simplistes, ce qu'on obtient, c'est de la complication. Donc, toute l'idée, c'est, pour faire face à la complexité, il faut arriver à tirer, il faut créer des organisations qui tirent le mieux parti possible de l'intelligence de leurs membres. Pour cela, il faut arriver à développer la coopération, parce que la coopération, elle multiplie l'intelligence et elle multiplie l'énergie au travail.
Le tout vaut plus que la somme des parties. Et vous vous souvenez qu'on avait regardé ensemble cette course du 4 fois 100 mètres où ce n'est pas les plus rapides individuellement qui gagnent, ce sont ceux qui coopèrent le mieux. Parce qu'on multiplie l'intelligence et l'énergie. Alors c'est pour ça que, comme tu le disais tout à l'heure, nous avons écrit cet article auquel je vous renvoie. C'est dans l'Harvard Business Review fin septembre, de septembre 2011, où on donne quelques éléments pour favoriser la coopération, améliorer la connaissance des autres, de leurs forces, renforcer les intégrateurs. Un intégrateur, ce n'est pas un coordinateur, ce n'est pas un middle office. Un intégrateur, c'est une fonction en place ayant pouvoir et intérêt à faire coopérer les autres. Ce n'est pas une fonction dédiée. Soyez en alerte. Dès que vous voyez des rôles nouveaux, des fonctions nouvelles, posez-vous la question, est-ce que c'est un middle office? Ou est-ce qu'en fait, c'est une fonction en place, existante, à qui on va essayer de donner pouvoir et intérêt à favoriser la coopération? Il y a plusieurs manières de faire cela. En supprimant des règles, en refusant l'escalade, en augmentant la quantité totale de pouvoir pour que chacun ait assez de cartes en main pour prendre le risque de coopérer, pour sortir de l'isolation. Il faut des cartes en main pour prendre le risque de coopérer. Parce que quand je coopère sans avoir suffisamment de cartes en main, je finis dévoré par mon ajustement à la situation des autres. En créant l'ombre du futur, vous vous souvenez tout à l'heure, dans 3 ans, vous passez au service après-vente. En augmentant le domaine de réciprocité, en donnant des objectifs riches. Un objectif riche, c'est un objectif qui est à la fois collectif, gagner la course 4 fois 100 mètres, individuel, entraîne-toi le plus que possible pour courir ton 100 mètres le plus vite que possible, et de passage de bâton. Ton objectif, ça inclut aussi, en plus de gagner la course et de t'entraîner au maximum pour courir ton 100 mètres, et ça ne dépend que de toi, de bien passer le bâton. Mais ça fera une différence à la vitesse de l'autre. Mais comme je suis présent, moi, manager, en face de ce moment de vérité de la coopération, je verrai ceux qui ont coopéré. Ça peut être aussi supprimer des ressources. Vous savez, souvent les ressources, ce n'est pas utilisé pour créer de la valeur, mais pour maintenir une certaine autosuffisance des fonctions. Comme on a tout à sa disposition, on est supposé être accountable. Mais attendez, en coopérant, on peut être accountable sans avoir à être autosuffisant, en ayant chacun toutes les ressources à sa disposition, notamment les ressources IT. Parce qu'autrement, bien sûr, chacun, j'aurai SAP, toi Oracle, toi PeopleSoft, là on s'entendra formidablement bien, comme, vous vous souvenez ce qu'on avait dit, comme on s'entend bien à la maison quand on a 2 télés. Alors quand on a 2 télés, c'est formidable, surtout pendant la Coupe d'Europe, on s'entend très très bien. Parce qu'on n'a pas besoin de coopérer, on n'a pas besoin de faire de choix difficiles. Il y a les ressources qui rendent chacun autosuffisant. Et en modifiant la matrice des gains et des pertes. On travaille actuellement avec la société Lego, vous savez, qui fait les jouets. Et le PDG de Lego utilise cette règle d'une manière assez intéressante. Il dit finalement, la dernière, là, faire coopérer, faire payer ceux qui ne coopèrent pas les conséquences de la non-coopération. Alors, c'est mieux en anglais qu'en français, donc je vais le dire en anglais, c'est « blame is not for failure, it is for failing to help or ask for help ». Blame is not for failure, it is for failing to help or ask for help. Tout d'un coup, ça change tout. J'ai intérêt à devenir transparent sur mes vrais potentiels, sur mes vraies forces, sur mes prévisions, sur la manière dont j'utilise mes ressources. Parce que je ne serai pas fautif si j'ai fait une erreur. Là où je serai fautif, c'est si je n'ai pas été transparent en demandant de l'aide quand j'en avais besoin ou en aidant les autres quand ils en avaient besoin. Donc au total, pour terminer, qu'est-ce que ça veut dire pour l'IT? Eh bien, moi je pense qu'il faut... le sujet, ce n'est pas d'être un business partner, mais au contraire de remettre en cause la manière dont l'entreprise fonctionne et refuser ce piège de l'alignement stratégique. Développer des coopérations qui se fondent sur l'IT plutôt que de créer des rôles de coordination. Et vous avez le droit, si vous ne le faites pas, personne ne le fera, parce que personne n'est mieux placé que vous pour connaître les potentialités de l'IT. Donc remettez en cause des fonctions de coordination, des fonctions de responsable de projet, de chef d'initiative. Si l'IT, avec les bonnes bases de données, les bonnes informations partagées, la bonne digitalisation, favorise cette coopération, l'enjeu, ce n'est pas d'économiser le chef de projet, c'est de développer, d'utiliser l'intelligence au mieux. Parce que dans la coordination, on n'utilise pas l'intelligence au mieux. On prépare chacun dans son coin, on constate que ce n'est pas compatible, après avoir fait, on défait pour refaire. C'est d'intervenir le plus en amont possible dans les choix d'organisation. Et puis, ce n'est pas de copier les sciences de l'organisation dans la manière dont les départements IT sont structurés. Trop souvent, l'apport
réciproque de l'IT et de l'organisation, c'est comment développer des départements IT qui bénéficient de l'état de l'art en organisation. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut que vous fassiez bénéficier les organisations de l'état de l'art en IT. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Pourquoi ? Parce que vous savez, toute cette complication, en fait, généralement, personne n'en perçoit toute l'amplitude. Sauf peut-être le PDG de très haut qui voit la multiplicité des interfaces de coordination, des comités, des reporting, des règles, mais il ne peut pas intervenir. Quel est l'autre point de vue que l'on a ? C'est l'IT qui le donne. Parce qu'en connaissant les modèles de données, en connaissant les schémas de processus, vous pouvez avoir cette vue sur la complication de l'organisation. Vous pouvez avoir ce rôle actif qui n'est pas un alignement passif de business partner. C'est ça, pour moi, le vrai rôle de l'IT. Avez-vous des questions ? Avez-vous des questions ? Bonjour, on a vu qu'à la base de la cascade, c'était la multiplication du nombre de facteurs clés de succès. Pourquoi, puisqu'on sait d'où vient le problème, pourquoi on ne le met pas sous contrôle ? Et pourquoi on ne travaille pas justement à endiguer ce nombre de facteurs clés de succès ? Alors, ça, c'est un bon point, parce que c'est vrai que la source de tout cela, c'est la multiplication des facteurs clés de succès, la racine. Alors, en fait, on est un peu partagé sur le sujet quand on étudie cela, parce que il se trouve qu'effectivement, il est possible d'éviter cette multiplication des facteurs clés de succès qui ensuite engendre, via l'alignement stratégique, la complication organisationnelle. Mais dans cette multiplication, il y a des éléments qu'on ne peut pas refuser et d'autres que l'on peut refuser. Alors, les éléments que l'on ne peut pas refuser, ce sont tous les éléments qui viennent de la demande du client. Vous voyez, on ne peut pas dire au client aujourd'hui, écoutez, soyez raisonnable, vous voulez des coûts ou de la qualité, on ne sait pas faire les deux en même temps. Malheureusement, on ne peut plus. Malheureusement pour la vision produit, mais heureusement pour la vision client. Donc, il y a des facteurs clés de succès dont on ne peut pas refuser la multiplication. En revanche, il y a des facteurs clés de succès qui s'accumulent du propre fait de l'entreprise, et alors qu'elle pourrait s'en passer. Expliquons. Une entreprise, lorsqu'elle devient très compliquée, elle n'est plus capable de comprendre son environnement. Elle n'est plus capable de comprendre les vrais besoins de ses clients. Parce qu'en fait, elle fonctionne en silo. Chaque silo a une vision fragmentée de l'environnement. Et comme on n'a pas de coopération, on n'est pas capable de cumuler cette connaissance partielle et dispersée en une vraie connaissance du client. Comme on ne comprend pas le client, et qu'en plus, on est généralement, par définition de la complication, toujours en retard avec des défauts, le client est en position de force pour négocier des barèmes spéciaux, des tarifs spéciaux, des features, des spécificités spéciales. Vous savez, il y a des entreprises, type aéronautique, etc., qui ont 24 clients avec 23 produits. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rajouté des facteurs clés de succès qui n'étaient pas nécessaires, du fait même de notre complication. La complication rend l'entreprise stupide, incapable de comprendre ses vrais enjeux, ses vrais besoins. Et comme le client est en position de négociation favorable, du fait même de nos défauts et de nos retards, il est capable de rajouter des facteurs clés de succès auxquels l'entreprise doit satisfaire. Eh bien là, il faut avoir un regard critique en disant « Attendez, cette variété tarifaire, cette variété produit, ce n'est pas une réponse à la demande du marché, c'est une conséquence de notre complication interne, incapable, comme à l'époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais comme à l'époque où Air France, pour faire face à la nouvelle concurrence de British Airways, qui avait développé, vous savez, le seamless traveling, qui est un voyage sans couture, on évite l'aérobus entre le terminal et l'avion. On ne rate pas une correspondance. C'est vraiment le seamless traveling. Air France ne comprend pas. On dit, attendez, c'est bizarre, un produit qui n'est pas produit sol, parce que Air France avait un produit sol et un produit vol. Le produit sol, c'est les salons, l'embarquement, l'enregistrement, tout ce qui se passe au sol, et le produit vol, c'est tout ce qui se passe dans l'avion.
les sièges, les repas, etc. Eh bien, Air France s'aperçoit qu'ils perdent des parts de marché, mais ils disent on a un problème de qualité. Si on perd des parts de marché face à British Airways, c'est qu'on a un problème de qualité. Alors qu'est-ce qu'ils font quand on a un problème de qualité? On crée... Pardon? Un service... Là, en l'occurrence, ils en créent deux. Hein. Le service qualité sol et le service qualité vol. Chacun connaît les besoins du client au sol, l'autre les besoins du client en vol, mais comme on ne coopère pas, on ne comprend pas que la vraie demande du client, elle est ni sol ni vol, mais elle est voyage sans couture. Et donc on répond en surinvestissant, en faisant un super produit sol, un super produit vol. Air France est la première compagnie aérienne à avoir créé les sièges à incliner. Vous savez, la business s'appelait, d'ailleurs vous vous souvenez comment elle s'appelait la business Air France à l'époque? Espace combien? Espace 127. 127 c'est quoi? C'est la somme des deux angles que fait l'inclination du fauteuil. Et c'est important 127 parce que c'est la forme que le corps prend en apesanteur. Donc on n'appelle plus ça business, on appelle espace 127. Formidable innovation, le premier. La first, on l'appelle espace 180, formidable. L'éco, il n'appelle pas espace 90, ils appellent ça tempo challenge. Mais donc on surinvestit au sol, on surinvestit en vol et on continue à perdre des parts de marché parce que le client dit le meilleur champagne dans le plus beau siège avec le dernier film, il ne compense pas pour le cirque entre le sol et le vol où j'ai dû prendre l'aérobus et puis les multiples queues pour rentrer dans l'avion. Et le premier généralement dans la file d'attente, c'est le dernier dans l'avion, hein, parce qu'on est le premier dans la file, du coup on est le premier dans le bus, mais du coup on se retrouve à la fin du bus quand on est poussé par tous les autres et on est le dernier à entrer dans l'avion. Donc Air France a inventé le FILI, hein, first in, last in. On connaît le philo et le FIFO, on a inventé le first in, last in. Autrement dit, on s'est rajouté de la complexité stratégique du fait même de nos cloisonnements organisationnels. Et là, vous avez raison, on peut en supprimer. Bon, Air France a beaucoup changé depuis, avec l'arrivée de Christian Blanc et bien toute la suite. Hein.